Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Philippe Palarès. Aujourd'hui, nous recevons André Comte-Sponville pour parler de la philosophie comme art de vivre. André Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour à tous les deux. André Comte-Sponville, comment vais-je vous présenter ? Est-ce nécessaire ? Est-ce possible ? Vous, plus que quiconque qui voyagez sans cesse depuis des années dans les textes philosophiques, vous serez peut-être d'accord avec moi que notre biographie dit finalement si peu de ce que nous sommes, de ce soi que nous sommes censés connaître quand nous entrons en philosophie. Mais il faut que je sacrifie au rite radiophonique qui consiste à vous présenter. Et je dirais donc tout simplement que vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur de 3e cycle, ça c'est pour le curriculum. Et puis vous avez été longtemps maître de conférences, en philosophie bien sûr, à l'université de Paris 1. Mais surtout, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont le traité du désespoir et de la béatitude au PUF, un petit traité des grandes vertus, le capitalisme est-il moral, l'esprit de l'athéisme, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire la liste, elle sera trop longue. Le plus important, à mes yeux, c'est que par vos ouvrages, vos conférences, vos contributions dans les médias, vous êtes de ceux qui ont largement contribué à populariser, et je ne l'entends pas dans un sens péjoratif bien sûr, donc vous avez contribué à populariser la philosophie, pas seulement comme mode de pensée, mais aussi comme art de vivre. Et vous avez contribué à forger l'idée désormais acquise de la possibilité d'une spiritualité laïque. En 2001, vous avez publié au PUF un dictionnaire philosophique qui a rencontré un grand succès, et c'est pourquoi il a été réédité en 2013, revu, considérablement augmenté, enrichi d'un très grand nombre d'entrées, mais surtout enrichi peut-être de 10 années supplémentaires de vie, d'expérience, de réflexion philosophique, dont je crois vous allez nous parler aujourd'hui. Alors André Comte-Sponville, je suis très heureux de vous recevoir. Ce que vient de dire Lélie est si vrai que quand moi j'ai commencé mes études de philo, vous avez été un des auteurs qui m'a le plus marqué et j'ai eu envie, en lisant votre traité du désespoir de la béatitude, de me passionner pour la philosophie comme sagesse, comme art de vivre et c'est pour ça que nous avons eu envie de faire cette émission aussi sur ce thème-là, qui est un des nombreux thèmes que vous avez abordés. Et je voudrais vous poser au départ la question toute simple. En quoi comment est-ce que la philosophie peut nous aider à vivre ? Parce qu'elle nous aide à penser, et que vivre, c'est aussi penser sa vie. Je dis souvent, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et dès lors que nous sommes doués et de vie et de pensée, l'obligation s'impose à chacun d'entre nous d'articuler l'une à l'autre ces deux dimensions. Voilà. Penser sa vie, vivre sa pensée, en sachant qu'entre les deux, entre la vie et la pensée, il demeure toujours un écart irréductible. Et c'est pourquoi la philosophie, qui est une pensée, n'est pas la sagesse, qui est une façon de vivre. Disons que la sagesse est le but, la philosophie le chemin. Oui, et ce que vous dites, c'est une formule que vous disiez que j'aime beaucoup, vous dites la philosophie nous aide à penser bien pour vivre mieux, et au fond, ce qui nous conduit à la sagesse, c'est déjà d'avoir une lucidité, d'avoir le maximum de raison et de lucidité dans notre vie. Oui, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Voilà, penser mieux, c'est l'objet de la philosophie. Vivre mieux, c'est le fait de la sagesse. Alors la sagesse, dont il faut dire qu'on ne l'atteint jamais tout à fait. Personne n'est sage, absolument. En tout cas, pas moi, c'est clair. Mais vous savez ce que disaient les stoïciens. Si tu veux avancer, il faut savoir où tu vas. Et bien voilà. La sagesse, ça serait ce but. Alors en partie, c'est idéal, dont il faut encore une fois savoir qu'on ne l'atteint jamais absolument, mais qu'on peut s'en approcher. Parce que comme disait le philosophe Alain, le contraire de la sagesse, c'est exactement la sottise. Autrement dit, il s'agit d'éviter de vivre sottement
Donc malheureusement, parce qu'il y a un petit peu ce pari dans la philosophie, mais qui est aussi fondé pour une part sur l'expérience, que la sottise, l'illusion rendent malheureux, et qu'un certain rapport à la vérité peut nous aider à être heureux. Autrement dit, il s'agit en effet de penser mieux pour vivre mieux. Alors qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Moi, j'ai tendance à dire que la sagesse, c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Parce que toute la tradition nous dit depuis les Grecs que la sagesse se reconnaît à un certain bonheur. Oui, mais pas n'importe quel bonheur. Pas un bonheur qui serait obtenu à coup de drogue ou d'illusion. La sagesse, c'est le bonheur dans la vérité. Voilà ce que disait saint Augustin, en l'occurrence, mais qui est très fidèle aussi bien à l'inspiration d'un Spinoza. Alors la vérité, on ne la connaît jamais toute ni absolument, mais on en connaît toutefois assez pour distinguer clairement entre la sincérité et le mensonge, entre la lucidité et l'illusion. Eh bien voilà, il s'agit d'être un peu plus lucide pour essayer d'être un peu plus heureux, mais encore une fois, d'un bonheur lucide, le bonheur dans la vérité, disons, un vrai bonheur ou un bonheur vrai. Oui, vous dites d'ailleurs souvent que le but de la philosophie, c'est la sagesse, tel que les Grecs l'ont défini, mais que la norme de la philosophie, c'est la vérité. Je trouve que c'est une très bonne manière de concilier sagesse et vérité, qui sont les deux quêtes du philosophe. Oui, parce que s'il s'agissait de penser une idée uniquement parce qu'elle me rend heureux, autrement dit, si on soumettait tout au bonheur, Oui. alors reconnaissons qu'il y a beaucoup d'illusions confortables que je connais qui me rendraient bien plus facilement heureux que bien des vérités désagréables que je connais aussi. Autrement dit, si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe ou digne de l'être qu'en tant qu'il choisit la vérité. Donc, autrement dit, en effet, le bonheur est le but. Alors le but d'une activité, c'est vers quoi elle tend. La vérité est la norme de la philosophie. La norme, c'est ce à quoi on se soumet. Ça n'est pas parce qu'une idée me rend heureux que je dois la penser. C'est parce qu'elle me paraît vraie. Et si cette vérité me paraît désagréable, si elle m'attriste, ben voilà, je vais mourir. Voilà une vérité incontestable qui n'est pas spontanément une cause de joie. À moi d'essayer d'en tirer un certain bonheur. D'abord une acceptation, éventuellement un certain bonheur. Autrement dit, voilà, il ne s'agit pas de penser ce qui me rend heureux, sinon la philosophie ne serait qu'une version sophistiquée et sophistique de la méthode Coué. Il s'agit de penser ce qui me paraît vrai, ce que j'appelle, corrigeant Spinoza par Montaigne, la norme de l'idée vraie donnée ou possible. Encore une fois, la vérité, on ne la connaît jamais toute, ni absolument, ni en toute certitude. Il s'agit de penser ce qui me paraît vrai et d'essayer d'en tirer le plus de bonheur que je peux. Oui, alors vous avez dit vérité, et vous avez eu la prudence de dire de ce qui me paraît vrai. Comment on peut avoir une norme aussi incertaine ? Puisque la vérité, comment savoir ? Comment avoir comme norme la vérité alors qu'on ne sait pas ce qu'est la vérité ? Comment la définir ? C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est l'adéquation à ce qui est. Autrement dit, il est vrai que nous sommes ensemble, vous et moi, aujourd'hui, parce que nous sommes en effet ensemble aujourd'hui. Et personne ne peut contester cette vérité-là. Autrement dit, on ne la connaît jamais toute, mais on en connaît clairement assez. C'est-à-dire que celui qui commencerait à contester le fait que vous et moi, nous sommes ensemble en ce moment, soit il se trompe, soit il ment. Ou le plus vraisemblable, c'est qu'il fait semblant de douter de quelque chose qui est en vérité indubitable. Alors, on en parlera à propos du texte de Molière que nous lirons tout à l'heure. Le scepticisme est un moment de la pensée. Mais on ne peut pas dire que tout est faux, ni même au sens ordinaire du terme que tout est douteux. En revanche, on ne la connaît jamais toute, ni absolument. Oui, parce qu'on ne peut pas non plus dire que tout est vrai. Tout ce qui est vrai, y compris un mensonge, y compris une erreur, puisqu'elle est vraiment fausse. Et donc mon idée, c'est que l'être et la vérité sont une seule et même chose. Mais l'être, c'est ce qui se dit du côté du réel, dans l'attribut étendu, dirait Spinoza. Le vrai, c'est ce qui se dit du côté de la pensée, dans l'attribut pensée, dirait Spinoza, mais les deux, en vérité, n'en font qu'un. Vous savez ce que disait Tarski, la proposition « la neige est blanche » est vrai si et seulement si la neige est blanche. Autrement dit, la vérité, c'est l'accord avec le réel. Cet accord, il est jamais total, jamais absolu dans notre esprit. Oui, je crois que ce qui vous distingue dans ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que André Comte-Sponville, vous parlez plutôt de la vérité comme véracité, conformité des paroles par rapport aux faits. Et les livres, vous entendiez la vérité au sens métaphysique, c'est-à-dire la vérité ultime. Et là, vous conviendrez, André Comte-Sponville, la vérité ultime, nul ne peut vraiment l'appréhender. La vérité ultime, je reconnais que je ne la connais pas. Et c'est pourquoi il y a dans la philosophie une dimension de scepticisme obligé. C'est-à-dire que le scepticisme n'est pas le tout de la philosophie, mais il en est évidemment une partie.
puisque nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons pas l'origine de tout. C'est la grande question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Question sans aucune réponse possible, puisque même Dieu ne répond pas à la question. La question serait alors, pourquoi Dieu plutôt que rien? Nous ne connaissons pas les fins ultimes. Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? À mon avis, rien. Mais en vérité, je n'en sais rien. Ça n'est pas un savoir, c'est une croyance, c'est une conviction. Donc si vous parlez de la vérité ultime, totale, absolue, alors je vous accorde tout à fait qu'on ne la connaît pas. Mais de là à dire qu'on ne connaît rien, il y aurait évidemment un pas à ne pas franchir. Je voudrais vous poser, avant qu'on aille plus loin dans cette émission, une question qui me taraude, je dirais, depuis l'émission que nous avons faite avec Bruno Giuliani sur Spinoza. Et parce que Frédéric et Bruno Giuliani, qui connaissent fort bien Spinoza, contrairement à moi, m'ont expliqué que, en somme, il y avait un déterminisme de l'action chez Spinoza. Et je dois dire que moi, j'ai choisi un très mauvais exemple. Parce que je leur ai dit, mais alors, du coup, celui qui viole un enfant n'est pas responsable de son acte. Ils m'ont dit, non, il n'est pas responsable, il faut juste l'emprisonner parce qu'il a un déterminisme. C'est peut-être vrai, en l'occurrence, pour celui qui viole un enfant, mais ça voudrait dire, ce déterminisme absolu de nos actions et de ce que nous faisons, qu'il n'y a pas de différence entre un bon et un mauvais acte, qu'il n'y a pas de différence entre un bon ou un mauvais choix, et que au fond, donc, tout se vaut, puisque tout est déterminé à l'avance. Je voudrais avoir votre explication là-dessus, parce que je ne vous cache pas que ça m'a presque empêché de dormir pendant plusieurs nuits. Alors, tout est déterminé, selon Spinoza, c'est vrai. Tout se vaut, selon Spinoza, c'est faux. Et c'est là où il importe de distinguer les choses. Alors, tout est déterminé parce que Spinoza applique rigoureusement et sans exception le principe de causalité. Tout fait a une cause et dans les mêmes conditions, la même cause produit les mêmes effets. Autrement dit, quel que soit l'acte que vous fassiez, cet acte a des causes, à commencer par vous-même, si vous voulez. Or, quand avez-vous choisi d'être vous? Jamais, évidemment. Et donc, tout choix suppose un sujet qui choisit, mais comme on n'a jamais choisi le sujet qui choisit, tout choix, en vérité, est déterminé par l'histoire du sujet qui a accompli ce choix. Et donc, que ça soit le violeur, pour reprendre l'exemple que vous évoquez, ou au contraire le héros qui sacrifie sa vie pour une cause juste, dans les deux cas, leur comportement s'explique. Autrement dit, l'irrationnel n'existe pas, tout s'explique, tout a des causes. Déterminisme, oui. Nihilisme, c'est-à-dire tout se vaut, parce que si tout se vaut, rien ne vaut. Nihilisme, non. Prenons un exemple. Vous prenez 2 ordinateurs. Ils sont intégralement déterminés. Est-ce que ça veut dire que tous les ordinateurs se valent? Mais évidemment pas. L'ordinateur dont je me sers aujourd'hui est formidablement supérieur à celui dont je me servais il y a 15 ou 20 ans. Autrement dit, on ne peut pas passer du fait que tout soit déterminé au fait que tout se vaille. L'honnête homme, le héros, il y a des causes qui expliquent son comportement. Le salaud, il y a des causes qui expliquent son comportement. Mais ça ne veut pas dire qu'un salaud et un héros, ça soit la même chose. Autrement dit, Spinoza assume un déterminisme général sans pour autant tomber dans le nid, c'est-à-dire sans pour autant prétendre que tout se vaut. D'ailleurs, il dit très clairement, il s'agit de s'approcher le plus que nous pouvons de l'idée de l'idée d'humanité que nous avons en nous. Or, cette idée, elle est normative. Tous les êtres humains ne sont pas également humains. Entre l'abbé Pierre et moi, il y a clairement une différence de valeur. Entre l'abbé Pierre, a fortiori, et je ne sais pas, Hitler, il y a évidemment des différences de valeur. Est-ce que ça veut dire que l'abbé Pierre aurait choisi absolument librement d'être ce qu'il était, disons un saint homme? Est-ce que ça veut dire que Hitler aurait choisi absolument librement d'être ce qu'il était, disons un salaud? Pour Spinoza, évidemment pas. Mais le fait que le salaud soit déterminé à l'être, mais que sa saloperie, si j'ose dire, s'explique par des causes, ça n'est pas irrationnel. Le fait que le sage ou le saint homme soit déterminé à l'être, ça ne veut pas dire qu'un sage ou un salaud, ce soit la même chose. Oui, mais vous avez dit justement absolument, vous avez employé l'adverbe absolument qui ici est crucial. Évidemment que personne ne dit qu'il a absolument décidé ou absolument... c'est pas, la question n'est pas une question d'absolu. Comme nous parlons de philosophie comme manière ou comme art de vivre, ma question est, est-ce que la philosophie nous dit,
en tout cas la philosophie de Spinoza, que nous n'avons aucune marge de manœuvre, et par conséquent qu'il n'y a pas dans l'absolu de bien ou de mal. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de quelque chose qui vient de causes uniquement extérieures. Ah, il y a peut-être quand même une marge de liberté. On peut choisir le mode de vie philosophique ou pas. Certes, on est prédisposé par la naissance et par l'éducation à le choisir ou à ne pas le choisir, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de sortir de son déterminisme. On est né mauvais. Ça veut dire qu'on a raison de penser que dès la maternelle, vous voyez très bien ce que je veux dire, que dès la maternelle, on peut dire celui-là, il réunit toutes les causes qui l'amèneront à devenir un délinquant. Emprisonnons-le tout de suite. Mais pourquoi dès la maternelle? Pourquoi voulez-vous que le déterminisme s'arrête à l'entrée ou à la sortie de la maternelle? Non, mais je dis à la maternelle parce que c'est quelque chose qui avait été soulevé. En revanche, ça veut dire que le comportement d'un individu s'explique intégralement. En partie par des données naturelles, peut-être son corps, ses gènes, son hérédité, en partie, à mon avis, surtout par des données culturelles, son histoire, son enfance, son éducation, ses relations, etc. Et donc, il n'y a rien qui soit proprement inexplicable. Simplement, il y a effectivement une marge de manœuvre, comme vous disiez, et de deux points de vue. D'abord, la volonté. Parce qu'il faut distinguer ce qu'on appelle techniquement le libre arbitre en philosophie, c'est-à-dire le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même. Pour Spinoza, ça n'existe pas puisque tout est déterminé. Mais il faut distinguer ce libre arbitre, pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même, de ce que j'appelle la volonté, qui est le pouvoir déterminé de se déterminer soi-même. Autrement dit, j'ai bien sûr en moi le pouvoir de me transformer, mais ce pouvoir lui-même n'est pas indéterminé, c'est un pouvoir déterminé. Et donc je peux prendre ma vie en main, comme on dit, je peux me transformer, mais uniquement à partir de ce que je suis, qu'encore une fois, ultimement, je n'ai pas choisi. Et puis il y a une deuxième marge de liberté, là encore plus importante pour Spinoza, qui est la raison. La raison qui n'est pas indéterminée, mais qui n'est soumise qu'à sa propre nécessité, dit Spinoza. Autrement dit, pour Spinoza, être libre, ça n'est pas n'être soumis à aucune nécessité, à aucun déterminisme. C'est n'être soumis qu'à sa propre nécessité. C'est n'être déterminé, si l'on ose dire, que par soi. Si bien que plus je progresse en raison, plus j'échappe au déterminisme de mon histoire, de mon enfance, de mes émotions, ou de mon inconscient. Si bien que Spinoza ne croit en aucun libre arbitre, mais il croit en la libération. Et c'est souvent opposé les théoriciens du libre arbitre, liberté absolue, parce que si elle n'est pas absolue, ça n'est plus un libre arbitre. C'est le cas de Descartes, c'est le cas de Kant, c'est le cas de Sartre. Et puis les philosophes de la libération, c'est le cas de Spinoza, c'est le cas de Marx, c'est le cas de Freud. Et c'est le cas sans doute des stoïciens également, dans l'Antiquité. Le libre arbitre dans l'Antiquité, ça n'existe pas, sauf parfois chez Platon. Mais ce qui compte pour les anciens, c'est pas cette liberté métaphysique absolue et douteuse, c'est le pouvoir de la volonté d'une part, spécialement dans le stoïcisme, et le pouvoir de la raison d'autre part. L'erreur, si je veux dire, des stoïciens, c'est qu'ils pensent que la raison et la volonté ne font qu'un, alors que je pense avec Spinoza qu'elles font deux. Et en même temps, donc, c'est donc la raison qui fonde l'éthique et qui fonde ce qu'on pourrait appeler la morale, mais vous allez peut-être nous définir ce que c'est, d'un point de vue philosophique. Seule, parce que je vous défie de démontrer rationnellement que la vie vaut mieux que la mort. Sinon, il faut demander à un biologiste. Voilà, écoutez, personne ne connaît mieux rationnellement la vie qu'un biologiste. Je voudrais savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Qu'en pensez-vous, monsieur le biologiste? Il vous dira, je n'en pense rien. Parce que pour qu'il y ait jugement de valeur, la raison ne suffit pas, il faut qu'il y ait un désir. Et donc la vie vaut mieux que la mort si vous désirez vivre. Si vous préférez la mort, alors en effet, pour vous, peut-être que la mort vaut mieux que la vie. Et là, on tombe sur une autre idée qu'on peut appeler techniquement le relativisme, c'est-à-dire que Spinoza récuse et le dogmatisme qui voudrait qu'il y ait des valeurs en soi, des valeurs absolues, éternelles, anhistoriques, et le nihilisme qui voudrait que rien ne vaille. Spinoza pense le relativisme, toute valeur est relative au désir qui la vise. Alors Spinoza dans l'éthique écrit, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Autrement dit, ça n'est pas la valeur qui gouverne le désir, c'est le désir qui engendre, qui produit la valeur. Donc là, on est devant le grand philosophe du
c'est ça qui est paradoxal, c'est que Spinoza est à la fois le philosophe de la raison par excellence, mais aussi du désir. Et c'est une des choses, c'est un des concepts aussi, le désir, qui est très intéressant dans l'histoire de la philosophie. Et on voit que le regard qu'ont les philosophes sur le désir change fortement, et notamment chez Spinoza, il y a cette notion très intéressante où il considère que le désir est l'essence de l'homme et quelque chose de très positif. Oui, autrement dit, Spinoza n'est pas le philosophe de la raison et du désir, comme si les deux étaient sur le même plan. C'est sans doute le philosophe le plus rationaliste de tous les temps, mais il dit clairement, vous l'avez rappelé, que le désir est l'essence même de l'homme. Le désir et non pas la raison, précisément. Et c'est parce qu'il est rationaliste, parce qu'il étudie rationnellement l'être humain, qu'il constate que ce qui meut un être humain, ça n'est pas la raison, c'est le désir. C'est pas la raison qui vous fait vous lever le matin, c'est le désir. Vous désirez quoi, je ne sais pas, venir faire une mission à France Culture, aller acheter votre journal, faire une tasse de café, c'est le désir. La raison, à elle seule, n'a jamais fait agir personne. Et donc, pour être fidèle, alors je ne suis pas un spinoziste orthodoxe, mais pour être fidèle à l'inspiration de Spinoza, il faut tenir bon, en effet, sur la raison. Rationaliste, ça veut dire quoi? L'irrationnel n'existe pas. L'irrationnel est un ensemble vide. L'irrationnel, pas le déraisonnable. L'irrationnel, c'est ce que la raison ne pourrait en aucun cas expliquer. Le déraisonnable, c'est ce que la raison ne peut pas approuver. C'est pas du tout la même chose. Alors, le déraisonnable n'existe que trop, si j'ose dire. Mais voilà, être rationaliste, c'est penser que l'irrationnel n'existe pas. La raison d'une part, le désir d'autre part et surtout, c'est le désir et non pas la raison qui est l'essence même de l'homme. Autrement dit, la raison pour nous, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un instrument. Mais ce qui fixe le but, c'est pas la raison, c'est le désir. Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, nous sommes en compagnie ce matin d'André Comte-Sponville. Nous parlons de la philosophie comme art de vivre à l'occasion de la publication, de la réédition augmentée de son excellent dictionnaire philosophique au PUF, Lélian Var. Oui, alors le dictionnaire philosophique, c'est vrai que c'est un genre qui existe depuis un certain temps. C'est quelque chose qui paraît très objectif puisque ça s'appelle dictionnaire, mais en réalité c'est un genre éminemment subjectif puisque vous y parlez de sujets qui vous intéressent, avec des longueurs d'ailleurs tout à fait inégales, et vous éclaircissez un certain nombre de concepts philosophiques, mais vu de votre côté, c'est-à-dire c'est votre subjectivité qui s'exprime, c'est pareil dans le dictionnaire philosophique de Voltaire et dans d'autres, dans les définitions d'Alain, enfin qui je crois, pour qui je crois vous avez une très grande admiration. Et donc, ce qui se déploie et qui est très intéressant, c'est quand même votre pensée à vous. Et la question qui me vient par rapport au sujet de notre émission, c'est comment vous réagissez quand on vous pose des questions. Comme on poserait des questions, je dirais, aux philosophes de service, aux sages de service, c'est-à-dire qu'on vous demande non pas de définir les choses, mais d'expliquer, de dire aux gens, voire de leur donner des injonctions sur la manière dont ils devraient vivre. Alors d'abord, un mot sur l'idée même, en effet, de dictionnaire philosophique. C'est vrai que je n'ai pas créé le genre, puisque le premier, c'est celui de Voltaire. En même temps, il n'y en a pas eu tellement depuis, sauf erreur de ma part, je n'ai pas fait de vérification, mais je pense avoir fait le premier dictionnaire philosophique depuis Voltaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre un dictionnaire philosophique, comme celui de Voltaire, comme le mien, si je veux dire, et un dictionnaire de philosophie. Parce que des dictionnaires de philosophie, alors il y en a des dizaines sur le marché, si je veux dire, dont plusieurs d'ailleurs sont fort bien faits. Mais quelle différence y a-t-il entre un dictionnaire philosophique et un dictionnaire de philosophie? La différence est la suivante, c'est qu'un dictionnaire de philosophie, comme son titre l'indique, il a la philosophie pour objet, qui lui reste en quelque chose extérieur. La philosophie est ce dont il parle. Et quelle philosophie? Aucune philosophie en particulier, la philosophie en général. Sauf que la philosophie en général, ça n'existe pas, bien sûr, ou ça n'est qu'une abstraction. Ce qui existe, ce sont des philosophies, et elles sont toutes différentes. Et c'est pourquoi la plupart des dictionnaires de philosophie sont presque par définition impersonnels, et, reconnaissons-le, passablement ennuyeux. Personne n'aurait l'idée de lire un dictionnaire de philosophie de la première à la dernière page. Alors qu'à l'inverse, un dictionnaire philosophique, il n'a pas la philosophie pour objet, qui lui resterait extérieur, il a la philosophie pour contenu. La philosophie n'est pas ce dont il parle, mais ce qui parle en lui. Et quelle philosophie? Non pas la philosophie en général, qui encore une fois n'existe pas ou n'est qu'une abstraction, mais une philosophie en particulier. Laquelle?
Celle de l'auteur du dictionnaire philosophique, celle de Voltaire pour son propre dictionnaire philosophique, la mienne bien sûr pour ce qui est de mon dictionnaire philosophique. Et donc en effet c'est bien un dictionnaire, c'est-à-dire un recueil de définitions classées par ordre alphabétique, et je les ai voulu les plus précises, les plus rigoureuses possibles, mais c'est un dictionnaire paradoxal parce que c'est un dictionnaire résolument subjectif, personnel, engagé. Disons que c'est un dictionnaire à la première personne. Alors pour en venir maintenant à votre question, oui, vous avez raison. Beaucoup de gens confondent soit le philosophe et le thérapeute, soit le philosophe et le gourou, soit la philosophie et le développement personnel. Bref, effectivement, vont voir le philosophe de service, comme vous disiez, pour lui demander des conseils immédiatement applicables. Et bien sûr, c'est une erreur. Parce que, je disais, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Par définition, personne ne peut penser votre vie à votre place, ni encore moins vivre votre pensée à votre place. C'est pourquoi je dis souvent qu'un philosophe, ça n'est pas la femme de ménage de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on embauche une femme de ménage, ordinairement et légitimement, pour n'avoir pas à faire le ménage soi-même. Eh bien, ça serait se tromper du tout au tout. Que de croire qu'on va embaucher un philosophe ou consulter un philosophe ou lire un philosophe pour n'avoir pas à philosopher soi-même. C'est tout le contraire, bien sûr. Lire un philosophe n'a de sens que si l'on s'en sert pour philosopher un peu mieux soi-même. Bref, la philosophie n'a de sens qu'à la première personne, là encore. Vous savez ce que disait Kant, on ne peut pas apprendre la philosophie. On ne peut qu'apprendre à philosopher. Autrement dit, la philosophie, c'est pas un savoir impersonnel, objectif, c'est pas une science. C'est une activité, comme disait Épicure, comme dira aussi Wittgenstein d'ailleurs, et personne ne peut agir, ni donc penser, ni donc philosopher à votre place. Enfin, vous savez ce que disait joliment Montaigne, si je peux être savant du savoir d'autrui, du moins sage ne puis-je être que de ma propre sagesse. Alors pour changer un peu des textes que nous lisons ici et qui sont d'un sérieux déconcertant, je vous ai apporté, et vous avez accepté, vous avez eu la gentillesse d'accepter de lire avec moi, de jouer presque avec moi, la scène 5 du mariage forcé de Molière, dans laquelle Molière se moque du philosophe. On va reconnaître bien sûr la figure de Descartes, il faut douter de tout, etc. Mais surtout, il se moque à la fois de la figure du philosophe qui est en dehors de la vie, et aussi de la figure de Sganarelle, qui vient demander au philosophe un conseil auquel le philosophe n'est absolument pas apte à répondre, puisqu'il vient lui demander s'il fait bien de se marier ou pas. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans cette scène, je résume juste ce qui s'est passé avant, c'est que Sganarelle est un homme âgé, il a 50 ans, mais à l'époque de Molière, 50 ans c'est âgé, qui veut épouser une jeune coquette, Dorimène, qui a 20 ans, et il a quand même des hésitations parce qu'il a peur, évidemment, d'être cocu. Et il va demander son avis au philosophe. Alors, habituellement, je joue le rôle de Dorimène, mais aujourd'hui, je ferai Sganarelle et vous ferez le philosophe Marpheus. Oh là! Que voulez-vous de moi, seigneur Sganarelle? Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit. Et je suis venu ici pour cela. Ah, il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble. Oui. Parbleu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. Ce n'est pas une conséquence, et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment? Il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici? Vous ne me parlez pas? Il m'apparaît que vous êtes là, et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Eh diable, vous moquez, me voilà, et vous voilà bien nettement. Il n'y a point de me semble à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Ah ah, voici une autre musique. Je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre. Ferais-je mal? Par aventure. De grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut être. Le père me l'a accordé. Il se pourrait. Mais en l'épousant, je crains d'être cocu. La chose est faisable. Mais qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité.
Mais que feriez-vous à ma place? Je ne sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. J'enrage. Je m'en lave les mains. Au diable soit le doux rêveur. Il en sera ce qui pourra. La peste du bourreau. Et là, Sganarelle prend un bâton. Je te ferai changer de note, chien de philosophe enragé, et il le frappe de toutes ses forces. Aïe, aïe, aïe! Te voilà payé de ton galimatia et me voilà content. Comment? Quelle insolence, m'outrager de la sorte, avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi? Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toute chose, et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Ah, je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Je m'en lave les mains. J'en ai les marques sur ma personne. Il se peut faire. C'est toi qui m'as traité ainsi. Il n'y a pas d'impossibilité. J'aurai un décret contre toi. Je n'en sais rien. Et tu seras condamné en justice. Il en sera ce qui pourra. Laisse-moi faire. Comment on ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là, et on est là aussi savant à la fin qu'au commencement. Alors dites-nous Lélie, où est-ce que vous vouliez en venir avec cette scène? Eh bien, je voulais en venir sur justement ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire que le commun des mortels se fait l'idée du philosophe comme celui qui a réponse à toutes les questions. Et en même temps, le philosophe, parfois, quand il ne s'appelle pas André Comte-Sponville et qu'il n'entre pas dans l'arène médiatique et qu'il n'accepte pas de répondre aux questions, ne peut que faire enrager celui à qui il ne répond pas. Parce qu'évidemment, Sganarelle voudrait qu'on lui dise clairement et nettement « oui, marie-toi » ou « non, ne te marie pas ». Mais ce n'est pas la fonction du philosophe. C'est pas la fonction du philosophe, et c'est vrai qu'il m'arrive de recevoir des mails, puisque ça se passe par mail, un peu de ce genre-là, quoi. Qu'est-ce que je dois faire dans mon couple, etc. Bon. Et je réponds toujours la même chose. Effectivement, ça n'est pas la fonction du philosophe, et que c'est aux gens de prendre leurs décisions et pas d'attendre d'un philosophe qu'ils les prenne à leur place. Bon, disons quand même que les philosophes, il faut d'abord les lire, et que si Molière avait lu les méditations métaphysiques de Descartes au-delà de la première, rappelons qu'il y en a 6 en tout, ça fait au total un petit livre de 150 pages, ça n'est pas un pavé énorme, Molière aurait su, et d'ailleurs peut-être le savait-il, mais il ne le dit pas ici, que le scepticisme chez Descartes, le « il faut douter de tout, je ne sais rien », etc., ça n'est qu'un moment, au demeurant très court, dans la démarche de pensée de Descartes. Descartes est un philosophe dogmatique, pas au sens péjoratif du terme, mais au sens technique. Descartes pense qu'il y a des vérités certaines, des vérités démontrables et démontrées. Et alors ça dit quelque chose de ce malentendu, c'est que d'un côté, on demande aux philosophes de servir en gros de conseiller matrimonial, si vous voulez, et d'un autre côté, on ne prend pas le temps de les lire. Alors forcément, le malentendu est redoublé. Redisons ce que j'ai dit bien souvent, la seule façon de connaître un philosophe, c'est de le lire, de l'écouter quand il fait des conférences, et j'en fais beaucoup, mais au fond, c'est quand même par l'écrit, par les livres, que la pensée peut le mieux s'approfondir et se communiquer. Alors je voudrais faire deux objections. Pour une fois, on inverse les rôles. Hein. C'est Lélie qui fait l'émission, c'est moi qui ai fait les objections. Il y a quand même beaucoup de philosophes qui ne mettent pas du tout en pratique ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, évidemment, l'homme de la rue va vous dire, oui, mais les philosophes, ils nous parlent du bonheur, mais est-ce qu'ils ont l'air heureux? Ils nous parlent de la sagesse, est-ce qu'ils sont sages? Donc, il y a très souvent, malheureusement, on a envie de dire, la philosophie ne conduit pas, la pensée juste, la pensée vraie ne conduit pas forcément à une vie bonne, à une vie juste. La deuxième objection, et c'est Montaigne qui la formule très très bien, c'est qu'il y a autant de philosophie que philosophe. C'est que finalement, on philosophe avec sa sensibilité, avec ce qu'on est, avec son être, avec ses émotions, et c'est pour ça que vous avez Schopenhauer est un être pessimiste, il fait une philosophie pessimiste. À l'inverse, Spinoza est optimiste, fait une philosophie... Donc on s'aperçoit qu'il y a une grande différence des philosophies selon les tempéraments des philosophes. Et donc est-ce qu'il y a derrière tout ça une vérité auquel chacun aspire? Non, d'ailleurs, d'abord, vous avez raison sur le premier point. Disons la chose le plus clairement possible. La philosophie échoue. Et il échoue parce qu'il s'agit de penser sa vie et de vivre sa pensée, mais je le disais en commençant, entre les deux, entre la vie et la pensée, demeure toujours un écart irréductible. Et donc, il n'a jamais suffi de philosopher pour vivre bien. Et on pourrait citer 1000 exemples. Ça ne veut pas dire qu'en philosophant, on ne vit pas un peu mieux. Je ne prétends pas du tout être un sage, mais je pense vivre mieux, être à la fois plus libre, plus lucide, et quand tout va à peu près bien, plus heureux que je ne le serais si je n'avais pas philosophé. Voilà, autrement dit, il ne faut pas demander non plus à la philosophie plus qu'elle ne peut demander. Mais c'est vrai que moi, j'aime les philosophes, disons la chose crûment, j'aime les philosophes qui ne croient pas en la philosophie. Pascal,
Montaigne, pour ce qui est de la tradition française, et qui n'en sont que davantage philosophes. Parce que quand Épicure nous dit que, je le cite, que la philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse, j'ai envie de lui dire, écoute Épicure, moi ça fait 30 ans que je fais de la philosophie, je t'ai beaucoup lu, beaucoup relu, et je suis pas toujours heureux, et même il s'en faut de beaucoup. En revanche, ce que je crois, c'est que parce que je suis philosophe, je suis un peu plus heureux quand tout va à peu près bien et un peu moins malheureux quand tout va mal que je ne le serais sans la philosophie. Autrement dit, arrêtons de croire en la philosophie comme en une religion, comme en une panacée qui aurait tout pouvoir de notre vie. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas une raison pour ne pas en faire. C'est très clairement exprimé aussi dans la Bible, dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité, y compris la sagesse, mais vanité pour vanité, mieux vaut une vie sage qu'une vie folle. Là encore, le contrat de la sagesse, c'est la sottise. Essayons de vivre le plus intelligemment possible, mais ça ne suffira jamais au bonheur. Quant au deuxième point, là aussi, vous avez raison. Oui, toute philosophie est prisonnière d'une subjectivité, d'un tempérament, et c'est une objection forte à faire aux philosophies dogmatiques. C'est-à-dire justement celles, au sens que j'évoquais tout à l'heure, qui prétendent connaître une vérité objective. Et Montaigne le dit excellemment, la plus forte objection à faire à l'aristotélisme, c'est Aristote. Aristote comme individu dans sa singularité, parce que justement un autre individu avec une autre singularité aurait inventé une autre philosophie. Mais j'ai envie de dire que cette diversité des philosophies, le fait, comme vous le disiez, qu'il y a à peu près autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents. C'est à peu près vrai. À peu vrai seulement, parce que c'est mal le coup des courants, des écoles, mais c'est à peu près vrai. J'en suis d'accord. Sauf que je ne vois pas en quoi c'est une objection à faire à la philosophie. Parce qu'à l'inverse, le fait qu'il n'y ait pas autant de mathématiques différentes qu'il y a de mathématiciens différents, puisque les mathématiques sont une science, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai aucune raison de faire des mathématiques moi-même. Puisque si j'en faisais, je trouverais par hypothèse le même résultat que des milliers de mathématiciens qui en font. Mais pourquoi me casser la tête pour trouver la même chose que n'importe qui ? Alors, ceux qui aiment les mathématiques ou qui en font leur métier, je ne leur reproche rien, il n'y a pas de sous-métier, il faut bien que tout le monde gagne sa vie. Mais vous voyez, je n'ai aucune raison forte de faire des mathématiques moi-même, ni de faire de la biologie moi-même, ni de faire de la physique ou de la chimie moi-même. Alors qu'à l'inverse, le fait qu'en effet, il y a à peu près autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents, c'est une raison forte pour que je fasse de la philosophie moi-même. Puisque je ne peux pas interroger un philosophe pour philosopher à ma place. Par exemple, si je veux savoir quelle est la composition de l'eau, je vais interroger un chimiste, il va me dire H2O. Si je veux savoir, je ne sais pas, quelle est l'origine connue de l'univers, je vais voir un physicien, il va me raconter le Big Bang. Très bien, je n'ai pas à le faire moi-même, un autre peut le faire à ma place. Si je veux savoir est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ou pas, est-ce que nous sommes libres ou déterminés, est-ce que Dieu existe ou non, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas, qu'est-ce que le bonheur, est-ce qu'on peut l'atteindre, comment, qu'est-ce que la justice, etc. Je ne peux pas demander à un philosophe ce que nous dit la philosophie, puisque la philosophie ne dit rien, elle n'existe pas, ce n'est qu'une abstraction. Je peux lui demander ce que disent les philosophes. Et c'est en me confrontant à la pensée singulière de celui-ci, puis de celui-là, puis de cet autre, que je pourrais forger ma propre opinion, dans le meilleur des cas, ma propre philosophie. Autrement dit, il s'agit de penser par soi-même. D'ailleurs, si on ne pense pas par soi-même, on ne pense pas du tout. Mais non pas en apprenant le savoir des autres, comme on fait dans les sciences, mais en se confrontant à la pensée des autres. La seule façon d'apprendre à philosopher, c'est d'abord de lire les grands philosophes du passé. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin d'André Comte-Sponville. Nous parlons de la philosophie comme art de vivre et je rappelle, André Comte-Sponville, votre dictionnaire philosophique qui vient d'être réédité et augmenté donc au PUF, Léonard. Alors, ce que vous dites me fait quand même étrangement penser à Socrate, c'est-à-dire que la définition que vous donnez du bon philosophe, si j'ose dire, de ce que c'est que d'être philosophe, le modèle en serait véritablement Socrate, puisque il est dans cette conformité de penser sa vie et vivre sa pensée, et en même temps dans un mouvement très dynamique de la pensée. Il n'y a jamais rien qui est figé, qui est fixé. Est-ce que, rassurez-moi, vous aimez plus Socrate que Platon ?
Parce que vous êtes quand même très anti-platonicien. Moi, Oui, moi qui adule Platon, j'étais gênée de vous lire sur Platon. Oui, mais c'est normal que vous aduliez Platon, puisque Platon dit la vérité de toute pensée religieuse, si vous voulez. Et donc, toute pensée religieuse est platonicienne en quelque chose, avec ce que disait Nietzsche, un peu perfidement, mais c'est pas tout à fait faux. Le christianisme, c'est le platonisme du pauvre. Voilà. Alors, disons que le platonisme est le christianisme des riches, mais des riches en esprit, bien sûr. Et donc, ça n'est pas à vous faire injure que de vous renvoyer à votre platonisme foncier. Alors, Socrate est autre chose. Mais Socrate, on ne le connaît pas, puisque comme tous les vrais sages, Pyrrhon ou le Bouddha, il n'a rien écrit. Et donc, on ne le connaît que par les autres, et notamment beaucoup par Platon. Mais c'est vrai que, notamment dans les premiers dialogues de Platon, on a sans doute une figure assez juste de ce qu'était Socrate, c'est-à-dire, au fond, un esprit libre, qui essaye, en effet, tout simplement, de penser mieux pour vivre mieux. Et c'est en quoi, en effet, Socrate est le maître des maîtres, comme disait à son propos Montaigne. Ce que j'aime spécialement chez Montaigne, qui me le rend peut-être plus proche que Socrate, c'est qu'il parle davantage de lui-même à la première personne. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait rien de la vie privée, intime, affective de Socrate. On sait à peu près tout de la vie privée, intime, affective de Montaigne. C'est moi que je peins. Alors là, il y a ce que j'appelle la tradition française en philosophie, reconnaissable dans ces sommets primordiaux que sont Montaigne, Descartes, Pascal, qui est justement de proposer une philosophie à la première personne. Pas du tout une philosophie qui se voudrait impersonnelle du point de vue de Dieu, de l'absolu ou de l'esprit. Pensons à la tradition allemande, Leibniz, Kant, Hegel. Et différente aussi de la tradition anglo-saxonne, où il y a bien un sujet qui apparaît, mais le sujet qui apparaît chez Hobbes, Locke ou Hume, c'est ce que j'appelle le sujet anonyme d'une expérience quelconque. C'est le on. C'est vous, c'est moi, c'est peut-être n'importe qui. Alors que chez Montaigne, chez Descartes, chez Pascal, c'est pas du tout le sujet anonyme d'une expérience quelconque. C'est pas du tout l'esprit prétendument absolu qui est censé parler dans la tradition allemande. Non. C'est Michel de Montaigne, c'est René Descartes, c'est Blaise Pascal qui essayent, avec un mélange d'humilité et d'ambition, de penser le mieux qu'ils peuvent pour vivre le mieux qu'ils peuvent. Bien juger pour bien faire, dit Descartes. Alors c'est vrai, moi j'aime beaucoup cette subjectivité-là, cette subjectivité incarnée. Des gens qui ne font pas semblant d'être Dieu, qui ne font pas semblant d'être l'absolu, qui ne font pas semblant non plus d'être n'importe qui, comme dans la tradition empiriste anglo-saxonne, qui s'assument pour ce qu'ils sont. Et c'est vrai que pour ma part, j'essaye de m'inscrire dans cette tradition-là. Et en même temps, parce qu'on a parlé beaucoup de Spinoza tout à l'heure, maintenant on parle de Montaigne, ils sont extrêmement différents sur ce plan-là, puisque Montaigne, comme vous le dites, part vraiment de lui, de sa subjectivité, il est sceptique, alors que Spinoza, il fonde un système incroyable qui part de Dieu, de la substance, pour en arriver à l'éthique. Comment vous réconciliez les deux? Et il publie un livre anonyme, c'est-à-dire que l'éthique devait être publié, c'est-à-dire ce qu'il avait pris Spinoza, sans nom d'auteur. C'est ce qui en dit long, effectivement, sur le statut un peu mis à distance de la subjectivité chez Spinoza. Comment je les réconcilie? D'abord, le problème n'est pas de les réconcilier. Disons, biographiquement, j'ai lu Spinoza bien avant Montaigne, ce qui en dit long sur l'université française, qui, dans les facs de philosophie, on a tendance à abandonner Montaigne aux facs de lettres, comme si le fait que Montaigne soit un génial écrivain, ce qu'il est assurément, empêchait qu'il soit aussi un génial philosophe, ce qu'il est à mon avis tout autant. C'est peut-être parce qu'il n'a pas fait de système, justement. Oui, voilà, bien sûr. Et donc j'ai lu Spinoza très tôt, dès l'âge de 19 ans, Montaigne beaucoup plus tard, vers la trentaine, et reconnaissons, disons-le naïvement, Montaigne a gagné. C'est-à-dire que dans ce heurt entre deux génies absolus de la pensée, celui qui m'a paru le plus lucide, au moins sur la philosophie, c'était Montaigne et non pas Spinoza. Et donc mon dogmatisme de jeunesse, si vous voulez, n'a pas résisté à ma rencontre avec Montaigne, ni à ma relecture de Pascal, les fragments sur le pyrrhonisme, ni à la lecture de Hume, que j'ai lu encore plus tard, mais qui est aussi un immense génie qui m'a fortement secoué. Cela dit, si on essaie de les réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Spinoza a raison du point de vue de Dieu. Du point de vue du Dieu de Spinoza, la nature, du point de vue de l'absolu. Et que si j'étais Dieu, si j'ose dire, je serais volontiers spinoziste. Mais comme il se trouve que je ne suis qu'un homme, et en l'occurrence que je ne suis que moi, je me contente plus modestement d'être montagnien. Disons que Spinoza a théoriquement raison, abstraitement raison,
mais que Montaigne est concrètement plus près d'une vérité qui soit humainement accessible. C'est quoi être du côté de Montaigne alors? Être du côté de Montaigne, c'est d'abord ne pas croire tout à fait à la philosophie, ne pas croire tout à fait à la sagesse. Tant sage qu'il voudra, écrit Montaigne, mais enfin c'est un homme. Qu'est-il plus caduc et plus de néant? C'est vrai que c'est La du sagesse, très beau français. vanité de la sagesse. Relisez l'admirable chapitre 9 du livre 3 des Essais qui s'appelle « De la vanité ». Donc être fidèle à Montaigne, c'est ne pas croire tout à fait à la philosophie, ne pas croire tout à fait à la sagesse, préférer la vie et à la philosophie et à la sagesse. Et comprendre que la seule vraie sagesse, d'ailleurs les Essais s'aminent en gros par cette phrase-là, au dernier chapitre du livre 3, Montaigne écrit simplement « Pour moi donc, j'aime la vie ». Non pas j'aime la philosophie, non pas j'aime la sagesse. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est bien sûr pas l'amour du bonheur, comme certains le croient. On n'a pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur, n'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La sagesse, ce n'est même pas l'amour de la sagesse, comme certains le croient. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. C'est inscrit dans son nom, Philosophia, l'amour de la sagesse. Non, la vraie sagesse, c'est pas d'aimer le bonheur, c'est pas d'aimer la sagesse, c'est pas d'aimer la philosophie. La vraie sagesse, c'est d'aimer la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas. Et bien sûr, aucune vie n'est jamais heureuse ni sage à 100%. Eh bien, dans cet amour désillusionné de la vie, dans cet amour désillusionné de la sagesse, parce que toute sagesse est vanité, mais vanité pour vanité, là encore, mieux vaut une vie un peu plus intelligente, un peu plus sage, qu'une vie totalement sotte ou absurde, si vous voulez. Dans cette liberté d'esprit, et puis dans cette écriture d'une beauté sublime qu'on n'a jamais dépassée, aimer cette singularité-là, mettre le cheminement d'un individu plus haut que les systèmes. Vous savez ce qu'écrira Pascal dans les Pensées, Pascal, grand lecteur de Montaigne, qui ne cesse de piller entre nous soit dit, et de combattre. Mais Pascal écrit dans les Pensées, là je cite de mémoire, et donc pas très bien, mais il écrit en substance, quel plaisir. Quand on prend un livre, on s'attend à rencontrer un auteur, et c'est un homme que l'on découvre. Eh bien voilà, quand on lit Montaigne, c'est pas un auteur qu'on rencontre, je suis moins faiseur de livres que de toute autre besogne, écrit Montaigne. C'est un homme. Eh bien, être fidèle à Montaigne, c'est préférer rencontrer un homme plutôt qu'un auteur, c'est aimer la vie davantage que la sagesse et a fortiori que les systèmes. Et puis c'est essayer de vivre à propos, comme nous dit Montaigne. Voilà, notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. Alors, on va terminer cette émission avec ce qui est le pendant de la vie, ce qui est son pôle complémentaire, qui est la mort. Et Montaigne a une évolution, me semble-t-il, de sa pensée par rapport à la mort, puisque au début des Essais, il est très stoïcien, il nous dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, qu'il faut penser à la mort. Puis à la fin, non, il change un peu d'avis, il dit finalement, mieux vaut pas trop penser à la mort pour vivre pleinement. Vous-même, quel est votre rapport à la mort, et est-ce que vous avez une évolution sur cette question-là? Oui, bien sûr. D'abord, au tout début, dans l'adolescence, j'étais chrétien, et donc la mort, pour moi, était plutôt une espérance qu'une peur. Et puis très vite, je suis devenu, vers 18 ans, athée. Et c'est vrai que j'ai eu tendance, pendant des années, à être trop épicurien et trop spinoziste pour être absolument honnête. Vous savez ce que dit Épicure, la mort n'est rien. Elle n'est rien pour les vivants, puisque tant qu'ils sont vivants, la mort n'est pas là, et elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils ne sont plus. Vous savez ce que dit Spinoza, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Alors, sur tout second point, je suis d'accord avec lui, la sagesse est une méditation non pas de la mort, mais de la vie. Mais comment peut-on dire que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort? Donc il n'y pense pas du tout. Penser la vie, c'est forcément aussi penser la mort, puisque la mort n'est rien peut-être, mais je mourrai. Et ça, en tout cas, ce n'est pas rien. Et donc j'ai eu tendance effectivement à mettre la mort à distance intellectuellement. Bref, à faire un peu l'impasse sur ce qu'on appelle en philosophie le tragique. C'est-à-dire justement cette part d'échec, cette part de finitude, cette part d'impuissance de la philosophie. On peut bien philosopher tant qu'on veut, ça n'empêchera personne de mourir. Et c'est vrai que sur le coup de la lecture de Montaigne et de Pascal, j'ai tendance aujourd'hui à revaloriser cette dimension tragique, non pas du tout pour passer ma vie à penser à la mort, mais pour accepter mieux que la finitude soit une dimension essentielle de notre existence. Ce que dit Montaigne, là encore admirablement, tout contentement des mortels est mortel.
ou ailleurs, tu ne meurs pas de ce que tu es malade. Tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie, puisqu'elle est son terme. Et si tu dis « j'aime la vie », et que tu n'acceptes pas la mort, dit Montaigne, tu n'aimes pas la vie, puisque la mort fait partie de la vie. Alors voilà, maintenant j'essaye davantage de me rapprocher sur ce point aussi de Montaigne. Alors vous avez raison historiquement, donc Montaigne commence, il y a 3 périodes. Il y a une période très stoïcienne où il veut penser à la mort toujours pour se roidir, comme il dit, contre elle. Et puis il y a la phase sceptique, l'apologie de Raymond Sebon, où il essaye de douter de tout. Et puis, à la fin, notamment dans le livre 3, il est de plus en plus épicurien. Et il a ce rapport à la mort d'acceptation sereine et ennuyée. C'est-à-dire que mourir, au fond, il préférerait pas. Vieillir, surtout, il préférerait pas. Parce que pour Montaigne, vieillir, c'est encore pire que mourir. Et là, il y a cette phrase admirable, qui est l'une des plus belles que je connaisse. Montaigne écrit « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. » Cette nonchalance-là, ça me paraît beaucoup plus humain, beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, finalement, que prétendre, comme Épicure ou Spinoza, que la mort n'est rien et qu'il convient de ne pas y penser du tout. Non. Pensons-y avec nonchalance, acceptons de mourir et comprenons que la vie est d'autant plus précieuse qu'elle aura une fin, précisément. C'est justement parce que je ne vivrai pas toujours que chaque instant de ma vie mérite que j'y mette le plus grand soin, que je le savoure le mieux que je peux. Eh bien, merci infiniment, André Comte-Sponville. Pour ceux qui veulent continuer de lire avec jubilation, de continuer de philosopher avec vous, avec plaisir, avec joie, peuvent lire donc le Dictionnaire philosophique, publié au PUF. Merci et c'était encore une fois un grand plaisir de vous avoir reçu au Racines du Ciel. Merci à vous.